Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melsion pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Bonjour et enchanté à tous. Moi, je viens vous parler de la raison d'être au cœur des transformations d'entreprise. Juste deux mots pour m'introduire à qui je suis. Je suis ce qu'on appelle une slasheuse. Donc, j'ai plusieurs activités avec un fil d'or plutôt qu'un fil rouge, qui va être les transformations d'entreprise. Venant du monde de la finance, moi j'ai commencé ma carrière en fusion-acquisition avec des big tech comme Autodesk, Oracle ou EMC. J'en ai fait sur toute l'Europe et beaucoup en lien avec les États-Unis. Ensuite, bon, à la faveur d'un pivot et d'une crise économique, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour accompagner les fast growth, les croissances rapides de startups qui devenaient des scale-up. Et en parallèle, j'ai eu une activité assez intense de business angel. Si je vous en parle là, même si c'est un hobby, c'est que c'est elle qui m'a révélé que, que l'impact et le rôle que pouvait avoir mon épargne était super importante. Donc, après avoir investi dans le logiciel pour démarrer, parce que c'est ce que je connaissais, je suis très rapidement tournée vers des entreprises à impact. Donc, c'est ce qu'on appelait au moment-là impact, ESS, RSE. J'en ai investi dans une douzaine, donc c'était un petit peu de la boulimie. Ensuite, je suis, bon, avec mon activité de fast growth, je l'ai transformée en management de transition, où j'ai fait des missions de direction de transformation, direction générale ou direction financière pour des fonds d'investissement lorsqu'ils achètent une participation. Et c'est le Covid qui m'a fait rebasculer pour aller vraiment sur la raison d'être de l'entreprise, retrouver le sens de ce que l'on fait. Donc, j'ai créé des programmes de ce qu'on peut appeler formation, incarnation, à destination des dirigeants et des leaders de business pour rencontrer la raison d'être de son entreprise et l'appliquer, l'intégrer dans sa stratégie de tous les jours, sa stratégie et ses opérations. Et donc, c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui, la raison d'être au cœur de toutes les transformations. La philosophie de la raison d'être, c'est que votre entreprise est unique. Moi, j'aime bien considérer l'entreprise comme une entité vivante à part entière. Juridiquement, c'est une personne morale qui est distincte de vous. Et découvrir quelle est sa singularité, qu'est-ce qu'elle apporte, elle, de plus au monde. Si vous avez, on va prendre le cas d'une boulangerie, par exemple, où on peut penser que ça s'équivaut, hein, c'est vraiment devenu du utilities, on va acheter sa baguette, peu importe où est-ce qu'on y va, et pourtant on se rend compte qu'on est attaché à sa boulangerie. Donc la prochaine fois que vous allez acheter du pain ou même au bureau de tabac, demandez-vous pourquoi vous choisissez celle-ci plutôt qu'une autre. Donc c'est ce qui fait uniqueness en anglais, la singularité qu'on va rechercher. Et c'est celle-là, une fois que vous avez mis le doigt dessus, qui peut vous servir de boussole au long cours. Donc on se positionne vraiment sur le long terme. Quel est l'impact global qu'a l'entreprise, mon entreprise en général? Donc ça, c'est vraiment la philosophie et qui a été ancrée en France avec la loi Pacte de 2019 pour les entreprises qu'on appelle entreprises à mission. Donc on peut se doter d'une raison d'être sans aller sur le statut d'une entreprise à mission, puisque celle-ci va avoir une contrainte qui est d'inscrire dans les statuts la raison d'être, la mission de l'entreprise et de s'engager à la respecter, à avoir des indicateurs et surtout à avoir un organisme tiers indépendant qui vient vous faire un audit tous les 3 ans. Donc ça peut être ce qui est un outil pour les clients ou pour les parties prenantes qui vont être sensibles à votre raison d'être,
peut être un peu lourd quand l'entreprise a une taille beaucoup plus petite que certaines. Donc voilà pour ça. Je vous, je vous ai concocté plusieurs raisons d'être pour voir avec ces entreprises connues comment est-ce qu'on peut s'y adapter, comment est-ce qu'on peut comprendre ce qu'elles font dans la stratégie de chaque entreprise. Donc, la semaine dernière, j'ai assisté à une conférence de la part du DSI de Michelin qui nous expliquait toute la transformation digitale d'un mastodonte comme Michelin et comment il le rattachait à la raison d'être. Donc Michelin a pour raison d'être offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. Ce qui est plus sympathique pour la RSE que de dire on utilise du caoutchouc pour aller sur les routes. Et en fait, dans l'impact sur la digitalisation, donc vous imaginez toute la supply chain qui va se transformer en lien avec des clients. Là, on est sur des gros volumes. Il a pu voir cette raison d'être sur chaque étape, à chaque niveau de l'entreprise, au niveau des salariés, des ouvriers, des ingénieurs, sur comment ça faisait une meilleure façon d'avancer pour eux, pour chacun d'entre eux, et comment ils pouvaient écouter ces, ces ouvriers, avoir un retour terrain pour que chaque transformation digitale soit une transformation bénéfique à la fois pour les ouvriers et pour l'ensemble. Donc pour l'entité collective qui est Michelin, pour l'entité collective qui est la chaîne de production. Est-ce que cette raison d'être vous résonne chez vous? Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose de spécial par rapport à Michelin? Bon, je pense qu'on va continuer et puis en fait, Oui, et puis on fera les questions à la fin. oui, oui, ce sera plus simple. EasyVista, c'est une entreprise dans laquelle j'ai eu une mission. Donc, c'est une entreprise de logiciels qui a un logiciel B2B qui est invisible par rapport aux utilisateurs. C'est un logiciel de ticketing. Donc, leur singularité à eux ne pouvant pas être la visibilité, ils se sont mis comme raison d'être easy to work with pour que les clients finalement les oublient qu'ils étaient une courroie de transmission. Et ce qu'on a fait, nous la transformation, c'était un achat par un fonds d'investissement. Donc, un changement de culture total, passer de PME à société portée par un fonds, c'est qu'on l'a décliné dans tous les services et au niveau de la RH. Easy to work with. Donc, chacun, en tant que service, en tant qu'individu, devait réfléchir à de quelle manière je suis easy to work with pour mes clients internes. Si vous avez au service comptable le recouvrement client, par exemple, son client va être le client final à qui on va demander de régler, mais aussi les commerciaux. Donc, c'est travailler en équipe pour faciliter le travail avec ce service client. Et ce qu'on a pu mettre derrière, c'était vraiment mesurer de quelle manière on pouvait être easy to work with. Comment est-ce qu'on facilitait la vie de ses clients à la fois internes, à la fois externes, et quels résultats ça peut avoir sur la contribution à l'entreprise en général. Donc une raison d'être est vraiment particulière. Elle doit s'incarner d'abord par les dirigeants, par le chef d'entreprise, mais ensuite raisonner à chaque partie prenante, dont les employés dans ce cas-là, pour qu'ils deviennent des ambassadeurs de cette raison d'être et qu'ils se responsabilisent, eux, sur leur rôle qui est plus que la fiche de poste en elle-même. Un géant que vous connaissez tous et qu'on n'attend pas sur la raison d'être, qui est le fonds d'investissement BlackRock. J'ai bien aimé le mettre parce que tous les fonds d'investissement et surtout les fonds de pension comme BlackRock ou d'autres nous parlent de leur rôle qui est vraiment de maximiser la retraite de ces gens qui ont trimé dur toute leur vie. Donc là, help more and more people experience financial well-being. Donc c'est aider, c'est même pas accompagner, c'est aider de plus en plus de personnes à expérimenter une aisance financière.
Et avec Together with our clients, we're contributing to a more equitable and resilient world today and for generations to come. Ensemble, avec nos clients, nous contribuons à un monde plus équitable et plus résilient aujourd'hui et pour les générations à venir. Donc, plus équitable et plus résilient, c'est vraiment dirigé vers leurs clients, pas du tout vers le monde entier. Mais pour maintenant et pour les générations à venir, ils sont vraiment sur une idée de capitalisation et de maximisation de la valeur pour leurs clients et pour eux-mêmes. Et là, ce qu'on comprend bien par rapport à un fonds comme BlackRock qui est d'investir dans des entreprises qui vont générer de plus en plus de profits. Donc voilà pour les quelques exemples. Et justement, je reviens avec l'objectif de l'entreprise, comme le dit bien Milton Friedman, qui est la maximisation du profit. Donc, l'exemple de BlackRock, c'est que finalement, on a l'impression qu'ils sont restés sur cette magnifique maximisation du profit pour les actionnaires, mais dans leur cas, les actionnaires sont tous les LPs, tous les contributeurs financiers à leur fonds. Et ce qu'on entend depuis le 21e siècle, c'est qu'on est en train de changer de paradigme et de maximisation des profits, on arrive à ce qu'on appelle la triple comptabilité qui est de plus en plus en vogue. Pour mesurer la performance globale de l'entreprise, on mesure sa performance économique, comme ce qu'on a toujours fait, mais en plus, on mesure sa performance sociale et sa performance environnementale. Donc, c'est un petit peu les règles du CSRD et chaque entreprise va avoir besoin, normalement c'est 2026, mais on va voir si c'est encore reporté, de mesurer son impact suivant ces trois objectifs et maximiser sa performance économique, sa performance sociale et sa performance environnementale. Alors moi, ce que je vous propose en fonction de cette triple comptabilité, c'est de la retourner d'une autre manière et de mettre au cœur la raison d'être. En fait, c'est l'objectif devient de maximiser sa raison d'être en utilisant en tant que contrainte les profits, la performance économique, les hommes, les gens en général, la performance sociale et les ressources naturelles qui ne sont pas inépuisables comme on a pu le penser, qui sont la performance environnementale. Et en fait, se positionner dans, dans la maximisation de la raison d'être, c'est considérer le profit qui était encore maximisé dans la triple comptabilité, considérer le profit comme une contrainte pour atteindre sa raison d'être. Là, je sais que j'ai entendu à chaque fois que je suis venue chez vous parler de la théorie des contraintes de Goldratt, donc je pense que ce serait super intéressant de pouvoir avancer là-dessus sur ces concepts, parce que le profit financier et la performance économique est quand même ce qui soutient et qui permet à la raison d'être de se développer. Là, j'ai quelques pistes pour déterminer sa raison d'être. Donc, ça vient du dernier ouvrage que j'ai coécrit, qui sont 10 clés pratiques pour révéler la raison d'être de son organisation. Là, je vous rappelle que je considère l'organisation comme une entité vivante avec laquelle on va coopérer ou collaborer plutôt que juste diriger. Donc, on est vraiment dans le sens de faire équipe. Trois des, trois des clés qu'on a dans cet ouvrage sont, un, de remonter à l'origine, donc se rappeler quel a été le déclic. Qu'est-ce qui vous a dit et fait penser, oui, je vais entreprendre, je vais le faire, et ce sera maintenant, j'ai plus le choix, ou je sais que je dois y aller, c'est une évidence, je ne sais pas forcément pourquoi, mais j'y vais. Et se repositionner dans l'origine, dans ce déclic, permet de comprendre comment ça a pu évoluer depuis et surtout de se repositionner, son corps, j'allais dire son excitation pour avoir
une traduction de l'anglais, mais c'est vraiment qu'est-ce qui vous met des paillettes dans les yeux pour pouvoir avancer. Donc, et comment, depuis l'origine, vous avez contribué à développer cette raison d'être. Une autre des clés est de revenir totalement dans le présent, ici et maintenant, et d'écrire une lettre d'amour à son entreprise. Pourquoi je l'aime, qu'est-ce qu'elle m'apporte, comment elle m'aime, qu'est-ce que nous nous apportons mutuellement, comment je la nourris, comment je nourris ses clients, ses partenaires, ses associés. Donc vraiment se positionner avec les mots de l'amour qu'on a tous vécu en sentiment amoureux, en amour filial, en amitié et les mettre dans le contexte de l'entreprise. On est très souvent à penser aux contraintes, à ce qui ne va pas, au poids que ça peut avoir, mais le prendre dans le terme positif, c'est une attitude qu'on a un petit peu moins l'habitude. Donc, moi, je chéris particulièrement cette clé qui, qui résonne avec nos émotions et on se rend compte que c'est la raison d'être, elle résonne beaucoup avec les émotions d'abord et ensuite on va pouvoir la rationaliser et trouver les indicateurs qui lui correspondent. Une autre clé que j'aime beaucoup, c'est projeter le futur. Se projeter à 20 ou 30 ans, en 2050. On imagine tout un scénario. Est-ce que l'Europe sera prise en étau entre deux continents et que finalement on n'aura pas eu le choix que de se faufiler dans les failles pour être innovant. On aura tous une puce d'intelligence artificielle dans notre cerveau, ou au contraire, on sera revenu au basique et à la nature. À nous d'imaginer quel futur va pouvoir exister et surtout comment la raison d'être, ce déclic qui a été le creuset de notre entreprise, va pouvoir continuer à se poursuivre dans ce contexte-là, avec les enfants de la génération Z. Comment est-ce qu'on imagine qu'ils seront? Et donc, se projeter dans le futur en décorrélant la raison d'être de son profit économique et de ses impacts là, maintenant, à court terme, permettent vraiment d'aller s'ancrer dans l'essence qui nous fait avancer. Donc voilà pour un petit extrait de cet ouvrage et des clés qu'on y partage. Bon, la raison d'être, c'est plusieurs briques. On voit avec les Lego qu'on peut avoir 50 000 briques. Et là, c'est pour illustrer vraiment la singularité, parce que la raison d'être de ces plusieurs briques, vous allez chacun en faire un phare différent. Donc à vous de comprendre celui qui vous ressemble et qui va ressembler aux autres et qui va parler, pardon, sans ressembler aux autres, qui va parler à vos parties prenantes, à vos clients en premier lieu, mais aussi à vos associés de la première heure, à vos partenaires, à vos employés si vous en avez. Et comme chacun sait, avec l'ego, on fait chacun son phare à sa manière, qui va pouvoir éclairer la raison d'être. Donc, on a l'idée du phare et l'idée vraiment de la singularité de chacun. La mienne. La raison d'être de Soul and Bees avec laquelle je fais des conférences et des accompagnements est vraiment sur l'alignement. Pour moi, la raison d'être fonctionne à partir du moment où elle est bien incarnée, où elle est incarnée par le leader, par le dirigeant, et elle est incarnée aussi par ses parties prenantes, donc, parce qu'elle va rayonner. Donc moi, la manière de travailler, c'est vraiment d'aligner la mission du dirigeant avec la raison d'être de l'entreprise et sa performance économique, qui est une contrainte comme on l'a vu, et l'environnement externe qui va être les ressources naturelles et les gens. Et une des méthodes que j'aime beaucoup, c'est la méthode que j'ai intitulée Soul, comme l'âme, puisque l'entreprise en tant qu'entité vivante, pour moi, a une âme qui lui est propre, où on va d'abord sonder, donc sonder en soi-même, en l'entreprise, en ses parties prenantes, pour déterminer, trouver les mots qui vont faire résonner les émotions qui sont en lien avec la raison d'être. Ensuite, on va orienter. Orienter, c'est son action, c'est sa stratégie. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour pouvoir rendre vivante et concrète cette raison d'être? Unir, c'est rencontrer les parties prenantes avec qui ça résonne et s'associer à eux avec
qui on va pouvoir co-développer et coopérer. Et l'idée, c'est manager l'entreprise, la diriger en incarnant cette raison d'être en authenticité et avec le maximum de transparence. Enfin, ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Là, on revient chez les fondamentaux de l'économie avec Peter Drucker. Donc, les questions que j'ai envie de vous poser, c'est comment mesurez-vous votre raison d'être? Quels vont être les indicateurs que vous allez pouvoir lui coller? Comment incarnez-vous votre raison d'être? Donc, c'est moins dans une mesure, ça va être du plus subtil, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de rayonner et de pouvoir attirer, si vous êtes le phare en lien avec votre entreprise, attirer ceux qui vont s'y retrouver. Et quels sont vos principaux indicateurs dans votre entreprise aujourd'hui? Donc, réfléchir à quels sont vos indicateurs. Donc, on a bon, chiffre d'affaires, trésorerie, résultats, marge, seuil de rentabilité sont des indicateurs classiques, mais est-ce que vous avez déjà des indicateurs qui sont autres que les indicateurs financiers? Mhm. Voilà un vrai sujet. Voilà un vrai sujet. Écoute, moi j'aurais tendance à te dire que ce qui fait enfin ce qui permet de mesurer la raison d'être, c'est que les partenaires de l'entreprise au sens large soient capables de la décrire, soient Ok. capables de dire à propos de toi, je peux dire quelle est la raison d'être, quelle est ta raison d'être. Je pense qu'à partir de ce moment-là, on a mesuré qu'effectivement elle existait. Ouais, et donc ça veut dire que là, tu réponds à la question 2, c'est comment tu incarnes ta raison d'être. Ça veut dire que les autres la ressentent et sont capables de la vivre et de la décrire. Bah, c'est comment je la mesure aussi. Comment je la mesure? Bah, si l'ensemble de mes clients ont compris quelle était ma raison d'être, si l'ensemble des Ouais, fournisseurs l'ont compris, si l'ensemble de mes collaborateurs l'ont compris, bah, c'est que j'ai donc bien une raison d'être et qu'elle est incarnée. ouais, oui, donc on va être en pourcentage des parties prenantes qui sont en lien avec la raison d'être. Ça peut être le pourcentage des parties prenantes et ou le nombre d'éléments qui a bien été retenu sur notre raison d'être. Ouais. Et est-ce que tu le mesures déjà? Ah, moi, je le mesure de manière qualitative à chaque fois que je vais dans une réunion avec, euh, avec mes clients, que je les accompagne chez leurs fournisseurs ou leurs clients. J'ai l'occasion de voir si on a en face de nous des gens qui savent qui on est. Hmm. Mais tu sais, c'est très intéressant parce que tout ce que tu nous présentes, en fait, est le, c'est ce que nous, on met dans la catégorie du besoin qu'a l'entrepreneur d'être un chaman dans son entreprise. Tu vois, Ouais. Le chaman est celui qui alchimise et qui transforme. c'est celui qui présente enfin, qui explique l'inexplicable, qui montre l'invisible. Donc au départ, l'entreprise, elle n'existe pas. Et c'est parce que on en parle, c'est parce qu'on l'explique, c'est parce que on la décrit que collectivement, on finit par admettre qu'elle existe. C'est ça, et qui forme une entité collective comme je parle. Exactement. Donc, c'est donner vie et concrétisation. Et pour moi, la raison d'être, c'est vraiment le socle fondamental, la raison de son existence. Mhm. Et C'est donc, ça, c'est le, c'est le devoir que l'on a de, euh, de décrire l'entreprise, de la, de la, de la rendre existante dans l'esprit des autres. Puisqu'en fait, je sais pas si j'imagine que tu as lu
Yuval Harari et son livre Sapiens. Sapiens, oui, oui, oui. Donc, il parle de l'entreprise Peugeot. Ce qui est assez marrant parce que Yuval Harari, c'est pas un Français, c'est un, c'est C'est un Israélien. un Israélien et qui a fait ses études en Angleterre. Donc, toi, il n'a pas vraiment de raison de, de se focaliser sur une marque comme Peugeot. Mais, toi, il l'a pris comme une marque en disant finalement, si tu dois expliquer à un enfant de 5 ans ce qu'est Peugeot, tu vas avoir de la difficulté puisque c'est en fait une fiction, comme toute entreprise. C'est qu'est-ce qu'une entreprise? Un nœud de contrat, un siège social, une usine principale, des collaborateurs, des clients, des produits. C'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. Et du coup, y mettre une forme de description par la raison d'être est une façon de rendre la chose plus, plus réelle, plus claire, plus distincte. Et donc, comme toujours, si on est tout seul à le faire, ça va pas loin. Si l'ensemble de l'entreprise le dit d'une manière cohérente avec ce qu'on pense et ce qu'on dit, on a une entreprise qui existe d'autant plus. C'est ça. Et là, ça résonne beaucoup avec l'exemple de Michelin dont je parlais, qui en plus est dans le même secteur d'activité. Parce qu'on pourrait, en expliquant à un enfant de 5 ans, dire que c'est un fabricant de pneus qu'on met sur les voitures, les tracteurs, les camions, et ou parler de faire avancer chacun. C'est ce qui permet à chacun d'avancer. Ça le positionne vraiment sur un spectre large, notamment si on va vers la diminution de la voiture et des transports routiers. Il va pouvoir, lui, se développer à différentes échelles. Et notamment, il nous expliquait que avoir des capteurs dans les pneus. Donc là, on est essentiellement sur les camions qui pouvaient donner des informations sur l'état de la route. Ça commence à contribuer à sa performance environnementale, alors qu'on peut penser qu'une usine de caoutchouc va pas l'être forcément dès le départ. Mhm. Dans le cas dans le cas de Michelin, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Michelin, ils ont développé des cartes Michelin pour que les gens puissent utiliser leur voiture. Alors on pourrait dire parce que comme ça use du pneu et que ça leur permet de développer leur marché. Mais en fait, c'était plutôt parce que ils savaient que le pneu était utile et que il manquait l'utilité d'une carte pour que les deux soient utiles. Oui, Et oui, il y c'est a, l'ensemble des deux qui. et il y a une autre chose qu'on ne sait pas toujours sur Michelin, c'est que c'est eux qui ont développé les bornes sur le bord des choses, des routes pour dire à combien de kilomètres se trouve le prochain village et dans quelle direction. Les espèces de D'accord. bornes Oui, oui, oui. avec un sommet rouge, là, c'est des bornes Michelin. Ah, mais je ne savais pas ça. C'est pas la direction C'est l'équipement, hein. de l'équipement qui s'est mis à mettre des bornes partout. C'est Michelin qui a fait, tiens, on a des cartes, et ben on va aussi mettre des panneaux et des choses pour que les gens ne se perdent pas en voiture, puisque c'est important. Ouais, 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 c'est vraiment. Et Michelin a 130 ans et on voit que leur raison d'être est vraiment ancrée Mhm. et rayonne. Ouais. Merci beaucoup, Morgane. Mais avec plaisir. Donc, si vous avez des questions ou des réflexions qui vous viennent après coup, que ce soit au présent ou à ceux qui visionnent sur YouTube, moi, je suis à votre dispo et connectons-nous sur LinkedIn pour. Avec plaisir. C'est Bon, impeccable. merci de l'invitation. Je t'en prie, c'était un plaisir.